D'accord. Alors, donc je déclare la séance ouverte. On a pas mal d'absents ce soir, notamment pour cause de Covid et pour d'autres raisons aussi pour d'autres personnes. Mais donc voilà, on les excuse et on leur souhaite un prompt rétablissement. Alors, dans les procurations, nous avons donc François Perrier qui donne pouvoir à Audrey Berger, Cécile Utile-Grand qui donne pouvoir à Frédéric Bataille, Caroline Claire qui donne pouvoir à Tom Buet, Déborah Chabani qui donne pouvoir à Laurence Régnier, Sven Klein qui donne pouvoir à Guillaume Desrues, Pierre Arpin qui donne pouvoir à Alain Duclos, Benjamin Roumier qui donne pouvoir à Annabelle Rohrer et Léa Deslandes qui donne pouvoir à Morgane Lelanne. J'aurais besoin de 2 secrétaires de séance, s'il vous plaît. Je crois que Nicolas Morin est volontaire. Merci. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner? Morgane Lelanne, par exemple. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu précédent? C'est bon? Ok. Alors, donc déjà, on a un conseil municipal qui est très riche, donc en délibérations diverses. C'est le conseil avant saison. Donc à ce titre, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de délibérations qui nous permettent d'enclencher un peu la mise en route de la saison. Et notamment, vous verrez une délibération rajoutée, la 7.4. Donc c'est une convention de prestation pour des conciergeries de test, on va appeler ça comme cela. Est-ce que cela gêne quelqu'un qu'elle soit rajoutée ? Ça nous permet d'attaquer dès la semaine prochaine justement ces conciergeries de test sur la station. Et vous verrez donc également une délibération modifiée. Il y a eu des petites tractations aussi là pour l'accueil des groupes au mois de janvier, donc où on met en place 2 vigiles au lieu d'un, suite à des négociations avec les copropriétés et puis les tours opérateurs. Et puis vous verrez également donc dans les délibérations prioritaires, des délibérations d'urbanisme, que ce soit le PLU ou le quartier des Alpins. Une motion aussi finance pour les indemnisations, et puis voilà une motion aussi solidarité avec l'industrie et la diversité économique en Tarentaise. Alors vous avez également devant vous des délibérations intégrales qui sont l'étude de reprogrammation des Alpins, justement, avec la présentation du nouveau programme, et ensuite un point 2, la délibération complémentaire, révision générale du PLU et élaboration du projet de territoire. C'est bon pour tout le monde. Donc nous attaquons néanmoins avec la délibération 0.1. Donc ce sont les points au niveau des désignations des délégués. Donc la première, en fait, c'est la suite à une démission au sein de la SEM Rénovarc. Nous avons été obligés de désigner un nouveau mandataire. Donc il y a 6 délégués du conseil municipal auprès de la SEM Rénovarc, et donc qui avaient déjà été désignés en juillet 2020. Alors, nous avons un candidat déclaré, Gérard Vernet. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient siéger au sein de cette SEM Rénovarc? Personne, donc Gérard Vernet est seul candidat. Donc, qui est-ce qui vote pour Gérard Vernet? Très bien. Donc, nous avons, je vous laisserai compter. Merci. Voilà. Donc, est élu à la majorité absolue Gérard Vernet. 0.2, donc remplacement d'un élu au sein de la commission municipale marché public. Donc, monsieur Alain Duclos
conseiller municipal délégué au village de la liste Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs-et-Moi, souhaite s'engager au niveau des travaux du PLU et à ce titre ne peut plus rester au sein de la commission travaux et marchés publics. Et s'est déclaré candidat monsieur Benjamin Roumier à cette commission travaux et marchés publics. Donc qui vote pour que Benjamin Roumier intègre cette commission marchés publics, travaux? Merci à vous. Et nous allons attaquer donc dans les délibérations prioritaires l'étude de reprogrammation et donc la présentation du nouveau programme du quartier des Alpins. Donc je vais laisser pour cela la parole à Chloé Chetla. Oui, alors vous avez toute cette longue délibération qui vient un peu reprendre dans un premier l'historique de la ZAC des Alpins et expliquer un peu dans quel cadre s'est déroulée cette étude de reprogrammation dont on avait déjà parlé lors de la délibération du 25 février 2021, lors de la présentation du dernier CRAC. Et puis les conclusions aujourd'hui qu'on peut en tirer pour approuver avec vous ce soir l'évolution du programme. Donc je ne vais pas revenir sur tous les éléments plutôt factuels de l'historique de cette ZAC. Juste quand même repréciser qu'on était avant tout sur une ZAC, donc un quartier qui était à dominante, même exclusivement tourné sur le tourisme, qui a connu depuis son approbation en 2013 plusieurs évolutions dans le programme, avec notamment la halle gourmande qui finalement a été abandonnée, le parking qui a été repris par la collectivité, et puis du logement qui n'était pas prévu initialement et qui s'est intégré dans le programme en cours de route. Quand nous sommes arrivés, suite à la délibération du CRAC de 2020, donc en février 2021, nous avons fait part de ce souhait de retravailler vraiment sur une vision partagée et concernée sur le devenir de ce quartier, qui plus que un petit bout de morceau de terrain à aménager, il s'agit avant tout d'un grand morceau de ville qui doit répondre aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. Donc c'est pourquoi nous avons engagé donc ce travail prospectif et programmatique avec le bureau d'études du métier design, qui nous a accompagnés déjà sur un diagnostic et sur l'élaboration de différents scénarios. Donc ce diagnostic déjà a mis en avant des enjeux auxquels le projet doit avant tout répondre, et qui rejoint d'autant plus les éléments de projet de territoire que nous voulons impulser, c'est-à-dire maintenir et attirer des populations à l'année, diversifier le développement économique, devenir un lieu de destination et un lieu de vie complémentaire avec le centre-bourg, qui bénéficiera aussi d'une politique de redynamisation, et favoriser des espaces publics à la fois partagés, attractifs et durables. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un cap déjà important qu'il faut tenir dans les différents scénarios à construire pour ce projet. Ces scénarios, on a voulu les co-construire justement à travers une large participation et co-construction avec les habitants, les socioprofessionnels et les élus. C'est pour ça, je ne reviendrai pas dans le détail, mais on a eu l'occasion d'ailleurs de le représenter, mais différentes étapes ont été menées toute cette année, justement sur cette concertation. Elle a commencé donc en janvier avec les habitants et ateliers socioprofessionnels. On l'a poursuivi sur la présentation des scénarios en juin 2021, toujours avec les habitants et des socioprofessionnels. On est encore revenu vers les habitants en octobre 2021 sur des ateliers pour travailler un peu plus sur la question de la densité et des premiers éléments de programme qui en ressortaient. Et une réunion publique qui s'est déroulée la semaine dernière, donc en novembre 2021, justement pour présenter, partager avec quand même près d'une centaine de personnes l'ensemble des scénarios retenus. Ces scénarios, l'ensemble de l'étude a été tout au long de la démarche présentée en commission aménagement et lors de séances
de travail avec tous les élus. Et vraiment, je tiens à dire que cette concertation a vraiment été assez déterminante, qui a vraiment permis de nourrir de façon assez itérative l'ensemble des orientations qu'on s'est données et de considérer les nouveaux besoins et les nouvelles attentes de la population et de la société civile, avec une idée vraiment d'incarner à travers ce projet la montagne en transition, la montagne de demain. Donc, pour revenir sur le scénario qui a été retenu, c'est un programme qui s'axe auprès donc, de 3 axes forts, tant sur le plan social, économique, sociétal et environnemental. Donc, ces 3 axes, c'est le bien habiter, le bien travailler et le bien vivre. Bien habiter, c'est un quartier résidentiel éco-conçu avec une offre intergénérationnelle, qualitative et abordable pour les habitants, mais également une offre en hébergement touristique qui est complémentaire au programme développé à l'échelle de la commune. C'est le travailler, donc justement un potentiel économique à dynamiser à travers un écosystème qui doit se développer autour de lieux de formation, de synergie, de mise en réseau, et travailler sur des nouvelles filières autour de la transition de la montagne, créateurs d'emplois, ainsi que des services et des activités médicales. Et puis le vivre, c'est le vivre ensemble, à travers un lieu de partage, un lieu de création, fédérateur de culture et de liens sociaux, et puis un cadre de vie à améliorer avec des aménagements durables qui facilitent la mobilité active. Donc, une fois ces grands principes étant dit, l'idée, c'est... On a développé donc un scénario déjà autour de principes d'aménagement qui sont un peu, pour tous les scénarios qui avaient été débattus cet été, les mêmes, donc qui sont déjà de garantir une qualité de vie des espaces publics et privés, préserver des vues et le grand paysage, à travers une implantation économe des bâtiments et la perméabilité du quartier, et rendre acceptable une densification nécessaire pour le quartier. Donc vous allez pouvoir voir projeté sur le plan, donc, le plan de principe de cet aménagement du quartier, donc, qui est structuré autour d'une tramviaire et verte qui vient donc, relier donc, la place qui est en rouge sur la carte jusqu'au au funiculaire. Donc cette place qui est avant tout une polarité forte qui a requalifié et à relier au centre-ville. Donc ça, c'est un enjeu aussi important. Ce parc linéaire dont je viens de parler, qui est structurant et multifonctionnel, et un maillage de voirie apaisé et privilégiant les modes doux. Donc c'est assez technique de la façon dont je vous l'explique, mais c'est un parti pris d'aménagement qui est très fort, qui est nouveau et qui a vocation vraiment de relier ce quartier avec le reste de la ville et de ne pas en faire un nouveau quartier enclavier comme l'était d'ailleurs la caserne autrefois. Et tout ça, ça va aussi dépendre de la façon dont on l'aménage, c'est-à-dire la façon dont on implante les bâtiments. Donc l'idée, c'est avant tout d'optimiser l'utilisation du foncier. Donc c'est pour ça qu'on parle de densité et qu'il y a un enjeu demain d'aller densifier ce quartier, mais travailler sur une densité durable et désirable pour qu'il y ait quand même une attractivité et un cadre de vie, une qualité de vie forte sur ce quartier. Donc aujourd'hui, c'est ce schéma de principe d'aménagement et de destination de l'eau que nous vous proposons de valider. Donc, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'axe sur le bien vivre, bien travailler, bien habiter, avec une dominante certes résidentielle, mais un enjeu de mixité et d'accessibilité des futurs logements. Une polarité donc sur la place avec un équipement mixte, économique et socio-culturel qui travaillera entre autres sur le campus connecté, avec le campus connecté, avec aussi tous les écosystèmes et sur un volet aussi culturel, socio-culturel assez important à développer. Et puis l'objectif aussi, c'était que le périmètre de la ZAC, donc qui concerne la partie nord et la partie ouest, soit travaillé non pas que sur ce périmètre-là, mais en lien avec l'extension qui est donc au sud,
pour vraiment avoir une cohérence globale sur les réflexions et la programmation de ce futur quartier. Donc aujourd'hui, on vous présente une programmation prévisionnelle en termes de surface, où on atteindrait environ 55 000 m² de surface constructible à l'échelle de l'ensemble de ce périmètre, donc ZAC plus extension, qui nous permettrait donc de répondre à l'ensemble des enjeux que je viens de vous citer. Donc vraiment, le développement de ce quartier, il repose donc sur cette programmation globale et cohérente de ce foncier. Et pour nous, est un enjeu fort, environnemental et sociétal pour incarner la montagne de demain. Par rapport aux enjeux peut-être auxquels la ZAC était censée répondre à un moment donné, cette programmation a vraiment vocation à répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de ce programme que je viens de vous expliquer? C'est pas une question, en fait, je vais m'abstenir pour cette délibération. Je ne suis pas contre votre projet, je trouve qu'il est très très bien. Par contre, je trouve dommage d'avoir supprimé la salle multi-activité qu'on avait prévue sur le parking du quartier des Alpins. C'est une salle de 600 places prévue pour la culture, les congrès, des spectacles, des expositions et des salons. Cet établissement aurait été très apprécié pour les hôtels, les restaurants et les commerces de Bourg-Saint-Maurice, surtout en intersaison. Voilà. Et on avait prévu aussi un spa qui aurait été vraiment bien aussi, parce que je vois il y a beaucoup de gens qui vont sur l'Italie. Et je pense qu'à Bourg-Saint-Maurice, il manque quand même aussi un spa. Voilà. Mais je ne suis pas contre votre projet. Voilà. Oui, je te remercie de ces propos et de cette honnêteté. Juste pour revenir, alors, dans un premier temps, pour la salle, comme on l'a déjà dit, ça prenait un budget de 2 millions sur le budget de la ZAC, plus 2 millions de budget communal pour l'équipement. D'accord ? Et on a fait un audit de tous les équipements qu'on avait sur la commune, Taillefer, la coupole, cette salle du Chorus, la salle de la Seine, etc. Et à part la salle du Chorus qui est extrêmement utilisée, les autres salles sont plutôt sous-utilisées. Donc ce qui grève dans le budget de fonctionnement de manière substantielle, puisque on avait estimé sur un équipement comme celui-là à 150 000 € de frais de fonctionnement par an, annuel. Et il s'est avéré que, au vu des équipements qu'on a déjà, on préfère, notamment si on prend l'exemple de la Seine, il y a quand même moyen de faire des beaux événements, des congrès et autres dedans. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, cet usage 600 personnes, voilà, il n'est pas apparu non plus comme étant absolument indispensable dans ce quartier. Donc il faut faire des choix. Nous, notre choix, c'était de reprendre à zéro et effectivement de donner une autre connotation à cette place. Deuxième chose, au niveau du spa. Le spa, oui, faire un spa, mais encore faut-il avoir un acteur qui veuille bien y aller. Si c'est un spa municipal, au même titre que cette salle municipale, on sait très bien que c'est à perte. Donc c'est de nouveau des frais de fonctionnement à l'année qui ne peuvent être soutenus par la commune. Donc soit il y a un hôtelier ou autre qui s'en occupe, mais là, voilà, on a bien regardé, puisqu'on avait effectivement vu l'étude qui avait été faite pour le spa, il y a personne qui a levé la main. Oui, on avait vu quand même un spécialiste qui nous avait dit que c'était quand même bien sur Bourg-Saint-Maurice et que ça serait viable, quoi. Voilà. Mais il fallait trouver, c'est vrai, quelqu'un pour le tenir aussi. C'est le plus dur. Voilà. Merci. Après, juste par rapport à cet équipement dont vous parlez, on n'a pas non plus tout balayé d'un revers de main ce qui est ressorti de ça. C'est pour ça que j'accentue quand même aussi pas mal sur cet équipement mixte avec une vocation culturelle. Alors l'idée, c'était pas d'en faire un objet qui soit uniquement dédié à du spectacle pur, mais plutôt quelque chose qui soit à la croisée entre la culture et aussi l'économie, parce que vraiment, il y a une vraie vocation, il y a des vraies synergies à faire là-dessus. Et cet équipement pourra certainement, et ça sera à travailler dans la programmation de cet équipement, mais offrira en tous les cas des lieux qui pourra potentiellement servir à de la conférence, à de l'exposition, à des événements socio-culturels aussi. Mais à l'heure où il y a vraiment un enjeu de diversification déjà de notre économie, à la mutualisation
et à la synergie des initiatives, faire un objet qui soit un peu monofonctionnel et, comme disait Guillaume, qui soit surdimensionné, sous-dimensionné, et voilà, qui invite juste à du spectacle, et puis encore faut-il aussi avoir la programmation qui va dedans, etc. L'idée vraiment, c'est de travailler à un objet, un espace qui soit à la fois pour l'économie et pour la culture à Bourg-Saint-Maurice. Donc je pense qu'on n'est pas... On ne ferme pas toutes les portes à dire, c'est juste qu'on ne veut pas en faire une salle de spectacle ou une salle polyvalente qui risque de servir à tout et à pas grand-chose. Moi, je pensais aussi aux salons professionnels. Par exemple, les skimans, et tout comme ça, ils ont des formations, ils ont plein de choses. Et je pense que ça aurait été bien dans une salle comme ça, avec un restaurant à côté, un hôtel, et on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Voilà. Très bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Tu peux passer au vote. Et ben, du coup, je vous propose donc d'approuver ce nouveau programme. Donc, qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ah, d'accord. Ok. Je vous remercie. Très bien. 1.2, donc délibération complémentaire pour la révision générale du plan local d'urbanisme et élaboration du projet de territoire. Donc, Joël Vallée sort de la salle. Donc, l'objectif de cette délibération qu'on avait déjà prise l'année dernière pour lancer la révision générale du plan local de l'urbanisme et l'élaboration du projet de territoire, c'est déjà d'une part vous faire part de l'avancement de ce projet. Donc on a retenu actuellement un bureau d'études il y a ça quelques semaines qui démarre à partir du 15 décembre prochain cette révision générale et surtout ce projet de territoire. Donc ce projet de territoire qui a vraiment pour but de travailler en concertation avec la société civile sur le cap, la feuille de route, le plan d'action qu'on se donne sur le développement de notre commune et sur tous les volets, que ce soit sur le volet de la mobilité, de l'aménagement, de l'environnement, de l'habitat, de l'économie, de l'agriculture, etc. etc. Donc, cette délib reprend les grands objectifs qu'on s'était déjà fixés l'année dernière, donc ça, ils n'ont pas été remis en cause du tout, au contraire, et on se rend compte une année après que plus que jamais, nous sommes sur ces caps-là. L'idée, c'était de remettre depuis en fait qu'on a passé cette délibération, la réglementation a évolué. On a 2 lois, donc notamment celle de 2020 sur l'accélération et la simplification de l'action publique qui est passée et qu'il fallait du coup intégrer à une nouvelle délibération, ainsi que la loi climat et résilience qui doit aussi être intégrée à cette délibération, ainsi que le plan de prévention des risques naturels en cours de révision qui justement va rendre ses premières conclusions sur la carte des aléas très prochainement. Donc ici, vous retrouverez dans cette délibération donc, la notification de ces nouvelles lois et puis le rappel des objectifs poursuivis par la commune dans lequel nous allons engager ce projet de territoire. Je vous les redéveloppe pas, on en avait déjà bien parlé la dernière fois, donc il reste encore une fois inchangé. Et puis qui rappelle toutes les modalités de concertation que nous allons... en tous les cas sur la partie débat et atelier lancé dès ce début d'année. Donc aujourd'hui, et donc cette délibération nous permettra, après celle-ci, de pouvoir saisir l'ensemble des personnes publiques associées, conformément à la procédure réglementaire à suivre pour le PLU. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Des remarques? Très bien. Eh bien, écoutez, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Alors, donc la prochaine... Joanne Vallée peut rentrer. Donc, la prochaine délibération, donc, c'est une motion relative aux indemnisations qui devaient être perçues par les communes, support de station de montagne, pour l'année 2021, en lien avec la fermeture des remontées mécaniques durant l'hiver 2020-2021.
Donc depuis mars 2020, les communes sont quand même dans une situation assez particulière, puisque ne percevant plus de recettes fiscales avec les stations de ski, que ce soit les taxes de séjour, les redevances de remontée mécanique, les taxes soie montagne. Donc en 2020 déjà, la perte était à plus de 1 million d'euros, si je ne dis pas d'erreur. Et là, pour la saison 2020-2021, nous atteignons une perte d'ordre de 5 millions d'euros. Depuis plus d'un an, les maires de stations de montagne, dont je fais partie, sollicitons régulièrement l'État, le gouvernement, pour justement avoir, comment dire, on ne demande pas l'aumône, mais au moins qu'on puisse mener à bien certains projets. On ne demande pas une compensation à hauteur de ce que nous avions et de ce que nous aurions pu espérer, mais au moins avoir une aide significative pour mener à bien le minimum des projets communaux. Certaines communes sont dans une situation encore pire que la nôtre, puisqu'elles en sont réduites à emprunter pour payer leurs frais de fonctionnement. Nous n'en sommes pas là, heureusement, et je salue Gérard Vernet pour tout le travail et la poigne qu'il met parfois à contrôler les budgets. Mais il n'empêche que si nous voulons continuer à poursuivre des projets qui vont dans l'intérêt général, qui vont dans la transition énergétique et écologique, qui vont aussi pour une économie diversifiée de la montagne, nous avons besoin d'investir. Et force est de constater que pour l'année 2022, nous allons être dans une situation assez critique si nous n'avons pas d'indemnisation, ou en tout cas nous allons être obligés de rogner sur des projets qui avaient été mis en route avec un budget qui était complètement cohérent avec ce qui se passait les années précédentes. Donc, ce que je vous propose là, c'est de voter cette motion et de demander, donc, de réclamer à l'État le versement d'un acompte fiscal substantiel avant la fin de l'année 2021. 100% des montants mentionnés dans la loi de finances pour 2022 afin de compenser les pertes subies par la commune en 2021, afin de faire face à toute difficulté de trésorerie que pourrait connaître la commune. De saisir la direction départementale des finances publiques pour faire état de sa situation financière et faire remonter cette demande d'acompte fiscal substantiel. De saisir le préfet du département demandant confirmation du versement au printemps 2022 des indemnisations de la taxe de séjour et de la taxe remontée mécanique à hauteur de 100% des montants mentionnés dans la loi de finances pour 2022 afin de compenser les pertes subies par la commune en 2021. Alors, le point suivant est très important. D'émettre des titres de recettes au budget communal dans le budget annexe transport et remontée mécanique, équivalent au montant de la redevance remontée mécanique à percevoir de la part de l'exploitant des remontées mécaniques de la station des Arcs pour l'année 2021, incluant dans son assiette les sommes perçues par la société ADS en application du décret 2021-311 du 24 mars 2021. Cet aspect est extrêmement important puisque nous allons demander à ADS de nous verser une redevance, nous allons émettre un titre de recette sur les indemnités qu'ils ont perçues. C'est un signal fort, c'est aussi pour que les choses bougent de tous les côtés, que ce soit du côté de l'État ou du côté des remontées mécaniques. Sachez que cette motion a été écrite par la NMSM, donc l'association des maires de stations de montagne, qui doit regrouper à peu près 120 stations. Donc ça a été adopté à l'unanimité. Donc ce n'est pas uniquement le jeu de Bourg-Saint-Maurice et des Arcs, c'est vraiment toutes les stations qui se retrouvent dans une situation très critique. Et donc de solliciter par l'intermédiaire de la NMSM le Premier ministre et les parlementaires afin d'obtenir rapidement une amélioration de la situation financière des communes support de stations de montagne. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette motion ? Gérard, tu veux peut-être compléter ? Moi, je vais compléter, effectivement. On verra d'ailleurs, y compris lors de ce conseil municipal, en fait, les communes, depuis cette crise sanitaire, sont un peu la variable d'ajustement. C'est-à-dire que elles ont perdu des recettes du fait de la crise sanitaire, et en même temps, elles sont sollicitées, souvent pour des raisons légitimes d'ailleurs, par divers acteurs économiques, notamment pour des dégrèvements de
par exemple, de frais de terrasse, les taxis, divers abandons de recettes. Comme l'a dit le maire, on a perdu effectivement un certain nombre de recettes qui sont liées à l'activité touristique. Donc, ce qui fait que en ce qui nous concerne, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, l'État ne nous rendrait qu'un guère plus de 10% de ce qu'on a perdu. À savoir que le delta, il est de plus de 4 millions d'euros. Donc, en 2021, on a pu faire le budget parce qu'on avait ce qu'on appelle une épargne accumulée qui a permis de passer le cap de 2021, mais c'était en contrepartie d'une promesse d'indemnisation suffisamment importante, de l'ordre de au moins 2 ou 3 millions d'euros qui nous auraient permis de passer le cap. Et là, effectivement, on est dans des situations où certaines communes support de stations comme Val d'Isère, Tignes, Le Belleville sont obligées de faire comme nous, éventuellement d'envisager de différer certains programmes d'investissement, de renier dans le fonctionnement, alors même qu'on voit encore aujourd'hui, on a des petites délibres à voter où on nous demande éventuellement de dépenser pour gérer la crise sanitaire. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point concernant la question du délégataire des remontées mécaniques. Il faut savoir que les stations ont été indemnisées grâce à ce décret de mars, là, assez rapidement, parce qu'elles ont touché l'argent en juin, donc mars, juin, c'est comme assez rapide. Notre délégataire a touché 32 millions d'euros de mémoire, dont 27 qui vont venir aux arcs. Et donc, ce qu'on lui demande simplement, puisqu'il a été compensé de ses pertes d'exploitation, c'est qu'il nous redonne 3,5% de ces 27 millions, tout simplement. Donc, c'est d'où le sens de ce titre de recette qu'on propose d'émettre. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Très bien. Donc, je vais passer au vote. Donc, qui vote pour ? Je vous remercie. Alors, encore une motion, qui est aussi, elle, très légitime, puisque c'est un vœu en faveur du maintien de l'activité de l'usine Ferropem de la Léchère. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble de cette délibération. Cette usine, en fait, outre l'aspect social des choses, où on met à la porte plus de 200 employés, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie locale en Basse-Tarentaise, et avec lesquels nous sommes extrêmement solidaires. Il y a deux aspects, c'est comment un groupe financier peut se permettre de mettre à la porte autant de personnes pour uniquement des aspects justement de finance, et ce ne sont pas des sites qui sont en perte ou qui sont qui ne permettent pas justement de fonctionner et de s'équilibrer. Et l'autre aspect de ce vœu, c'est qu'on est sur une production de silicium. Le silicium qui est une matière première absolument essentielle pour la production de panneaux photovoltaïques. Donc on pourrait estimer que c'est une production aussi qui est stratégique pour l'État. On voit d'ailleurs dans ce vœu que pour protéger notre patrimoine industriel, il faut aller jusqu'à la nationalisation de certaines entreprises parce qu'elles seraient attaquées sur les marchés. Je n'aurai aucune hésitation. Déclaration du ministre du Budget le 15 mars dernier. Nous avons une loi Florange, donc visant à reconquérir l'économie réelle qui date de 2014. Donc nous avons toute une série d'annonces de lois, etc., qui nous mettent dans l'incompréhension en fait de l'inactivité, de l'inaction de l'État sur ce dossier de l'usine de Ferropem. Donc c'est pour ça que je vous propose de mettre cette motion et de voter cette motion pour démontrer d'une part notre solidarité avec nos collègues de Basse-Tarentaise et d'autre part notre incompréhension face à l'inaction de l'État sur ce dossier. Est-ce que vous avez des questions ? Gérard ? Oui, juste une proposition. Je vois que le résumé s'est arrêté en cours de route. Oui. On n'a pas ce qu'on sollicite réellement, c'est bon de le relire pour que ça soit bien clair pour tout le monde, ce qu'on demande de la part de l'État. Donc réaffirmer l'importance stratégique du site de Château-Feuillet à la fois pour la souveraineté industrielle de l'Europe et pour le maintien d'outils de production visant à concourir à la mise en œuvre des résolutions de la COP26. Utiliser tous les moyens à sa disposition pour maintenir le site fonctionnel dans l'attente de la reprise de celui-ci par un repreneur porteur d'un vrai projet
industrielle durable, y compris la nationalisation temporaire, et d'agir en vue de protéger davantage le marché européen pour protéger notre production industrielle face à une concurrence déloyale de certains pays. Oui. Oui. Je vais voter pour cette motion parce que je suis d'accord, avec juste un petit bémol sur la COP26, c'est que c'est une usine qui consomme énormément d'électricité, avec beaucoup de transports par camion, puisque la voie ferroviaire, la SNCF a coupé les transports du silicium produit et l'usine de carbone à côté par voie ferroviaire et maintenant passe par des camions. Donc oui, je voterai pour parce qu'on doit développer notre économie et la maintenir dans la vallée. Après, j'ai un petit bémol sur l'écologie quand même. Non, alors effectivement, cet aspect du transport des matières premières, notamment dans ce cas-ci, est vraiment extrêmement important. Et effectivement, on a besoin aussi d'une industrie ferroviaire qui permette de transporter d'une manière décarbonée. En plus, la voie ferrée passe juste à côté, c'est pas pour rien. Et après, quant à la production d'électricité, si ces usines ont été mises ici, c'était pour une bonne raison, c'était grâce à l'hydroélectricité qui pouvait être produite sur place. Donc effectivement, on doit être dans un cercle vertueux. Mais autant je peux comprendre les remarques sur la qualité de l'air, puisqu'on voit bien que parfois, lors des certains processus de production, il y a beaucoup de fumées qui sont émises, mais il y a des normes aussi. Donc voilà, on peut espérer que tout cela soit bien régulé. Mais voilà, je pense que c'est aussi le signal qui est donné. On est quand même sur une usine de silicium qui est quand même une des matières premières extrêmement stratégiques pour l'avenir. D'accord avec ça, hein. C'était pas dans ce sens-là. Ok, très bien. Alain. Je voudrais aussi intervenir vite fait là, sur ce sujet. Je me réjouis de cette motion. Je trouve que c'est très bien qu'on se solidarise des communes de la Basse-Tarentaise. Bon, vous m'entendez de toute façon là, hein? Voilà, moi je me réjouis vraiment de cette solidarité avec les communes de la Basse-Tarentaise qui sont vraiment orientées depuis longtemps sur l'industrie, hein, et que ça a été le début de la richesse il y a un peu plus d'un siècle en Tarentaise, hein, bien avant l'or blanc, quoi. Eux, depuis pas mal de temps, ils ont pas mal d'inconvénients dû au développement des stations, notamment le trafic routier et tout ça. Et au même titre que nous, on veut vraiment partir sur un développement 4 saisons et on a déjà une vision au niveau tourisme d'une grande Haute-Tarentaise en comprenant toutes les stations du coin. Il ne faut pas oublier aussi cette diversité économique qu'on a depuis longtemps sur l'industrie. Donc bravo pour cette motion. Voilà. Et j'aurais une question, là, je ne sais pas si quelqu'un pourra me répondre, j'aurais voulu savoir si le département et la région s'étaient positionnés sur ce sujet. Alors, à ma connaissance, oui, puisqu'ils étaient aux manifestations, effectivement, de solidarité, de soutien à cet équipement. Mais malheureusement, je pense que là, on est sur un sujet qui va au-delà. On parle de nationalisation ou renationalisation d'entreprises. Donc, effectivement, voilà, le département et la région ont fait preuve d'un certain intérêt sur le sujet. Après, jusqu'où ils sont allés, je n'ai pas les éléments. C'est bon pour tout le monde ? Très bien. Donc, qui vote pour ? Je vous remercie. Alors, 2.1, fixation des dates d'ouverture de la saison touristique d'été 2022. Laurent Schell, avec un micro, s'il vous plaît, Chloé. Oui, merci. Donc, il appartient au conseil municipal de fixer les dates d'ouverture de la saison touristique d'été 2022 sur proposition. Alors, le conseil d'administration de l'établissement public ABT donc a largement échangé sur ce sujet-là pour préparer cette délibération et nous proposer des dates qui correspondent en fait au début des vacances scolaires un peu tardif, puisque l'année prochaine, les vacances démarreront donc le 8 juillet, et une date de reprise des cours le jeudi 1er septembre. Donc dans ce contexte-là, nous vous proposons donc une ouverture
de l'ensemble des services et offres de loisirs sur les arcs du samedi 2 juillet au samedi 27 août, jusqu'au vendredi 26 août pour Hérault les arcs et les piscines. Avant le 2 juillet et après le 27 août, nous avons quelques acteurs qui ont souhaité ouvrir et fermer plus tard. Donc, entre autres, le Club Méditerranée, notre gestionnaire du parc de remontée mécanique trouvera avec eux les possibilités pour pratiquer les sports dans ces périodes-là. Voilà. Avez-vous des questions sur ces dates ? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. 3.1, délégation de service public, rapport annuel du délégataire du camping Utopia Bourg-Saint-Maurice, exercice 2019-2020, Gérard Vernet. Je vous présente le rapport établi par le délégataire présentant les données comptables pour un exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et concernant les périodes d'activité d'hiver du 13 décembre 2019 au 15 avril 2020 et d'été du 19 juin 2020 au 27 septembre 2020. Il s'agissait pour le camping de la 4e saison d'activité qui suit la phase de transformation suite à la nouvelle délégation de service public. Le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 908 000 €, donc en baisse de 5% par rapport à l'exercice précédent, qui s'explique par la fermeture administrative de 2 mois et les conséquences de la crise sanitaire forcément défavorables au tourisme. De ce fait, donc, il y a eu 40 496 nuitées, 13% de moins qu'en 2019 où il y en avait 46 724. Moyenne de séjour, de durée de séjour 4 jours 7, en légère augmentation. L'enquête de satisfaction donne une note de 8,4 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc malgré une fréquentation stable, les résultats nets affichent un déficit de 111 388 €, donc toujours en 2019-2020, dû à la baisse du chiffre d'affaires. Donc mécaniquement, ça joue sur la redevance, qui s'est donc élevée à 19 841 €, compte tenu de l'indice de révision. Donc voilà. Donc les perspectives poursuivent les efforts de commercialisation du site, proposer une nouvelle offre éventuellement au camping cariste, travailler sur une opération de réduction des déchets dont nous serions un site pilote. Voilà, donc il s'agit d'un rapport de gestion et donc il est proposé d'en prendre acte, mais si avant vous avez des questions. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de prendre acte de ce rapport. Donc qui vote pour? Je vous remercie. Et donc on enchaîne avec les tarifs justement pour la prochaine saison estivale 2022. Laurent Chel. Oui, dans le contexte du rapport qui vient de vous être décrit, il nous appartient donc d'approuver les tarifs pour l'été 2022 des emplacements et des tarifs généraux du camping qui est délégué donc à Utopia SA. Donc il nous propose une augmentation de plusieurs tarifs avec dans un contexte où pendant 2 saisons il n'y a pas eu d'augmentation des principaux tarifs, donc une augmentation que vous avez les tableaux qui ont été intégrés au dossier du Conseil. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tous les tarifs. Si vous avez des questions, eh bien, je vous propose d'approuver ces tarifs. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 3.3, parking des Alpins, convention et de refacturation des charges d'électricité entre la commune et SAGS. Gérard Vernet. Alors, je vous rappelle que l'exploitation du service public du stationnement a été déléguée donc, à la société SAGS le 1er septembre 2018 pour une durée de 10 ans, donc à l'échéance de septembre 2018. L'avenant numéro 1 de cette convention du 12 septembre 2019 confie également à SAGS l'exploitation du parking des Alpins à partir de son ouverture au public. Des travaux ont été nécessaires à la construction du parking et ont été effectués par la SAS. Le parking est ouvert depuis le 17 mai 2021.
Conformément à l'avenant numéro 1, les travaux d'équipement étaient pris en charge par la commune, notamment des systèmes de péage et de contrôle d'accès, la signalétique statique et dynamique, donc c'est les panneaux que vous voyez là, les barrières à l'entrée, la vidéosurveillance ainsi que l'alarme et les études afférentes. Préalablement à son ouverture au public, des travaux d'équipement ont notamment nécessité le raccordement définitif du parking au réseau public d'électricité au nom du futur exploitant SAGS. Les consommations liées à ces travaux ont donc été facturées à SAGS, qui, conformément à l'avenant numéro 1, ne prend pas cette charge tant que l'ouvrage n'a pas été ouvert au public. C'est dans ce cadre qu'il est nécessaire de passer une convention permettant à SAGS de refacturer à la commune le montant de ses consommations. Bon, c'est juste une situation transitoire préalable à la mise en exploitation officielle, donc c'est une convention qui ne se renouvellera pas. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 3.4, autorisation de mandatement du quart des dépenses d'investissement 2022, Gérard Vernet. Alors ça, c'est une délibération qu'on prend tous les ans à pareille époque. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, auquel il s'applique, ce qui ne se fait en pratique jamais, l'exécutif peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, hors remboursement de la dette. Donc, ce qui permet de faire fonctionner les services et de pouvoir lancer les travaux avant le vote du budget qui est prévu logiquement en mars. Donc, du coup, budget par budget, ça nous donne les montants suivants. Pour le budget principal, 1 744 812. Le budget annexe de l'eau, 243 509. Budget annexe assainissement, 112 510. Parking, 217 500. Remontée mécanique, 1 660 631. Là, on voit qu'il y a des grosses sommes, mais on sait pourquoi. C'est le funiculaire. Locaux aménagés, 10 750. Et budget annexe des forêts, 5 265. Donc voilà, il s'agit donc d'une délibération purement technique qui nous permet de fonctionner en attendant le vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 3.5, versement anticipé de subventions aux associations et à l'EPIC AB Tourisme au titre de l'année 2022 dans l'attente du vote du budget primitif. Gérard Vernet. Alors, c'est un peu dans la même logique. C'est pour permettre à des associations qui ont un budget de fonctionnement important, notamment celles qui ont des salaires, de pouvoir fonctionner pendant les premiers mois de l'année, toujours dans l'attente du vote du budget. Donc en fait, on en a plusieurs qui sont concernés. L'association Les Trolls qui assure la gestion de la structure multi-accueil à Arc 1800, le club canoë-kayak Haute-Isère, l'EPIC AB Tourisme et l'amicale du personnel communal. Donc, il est proposé de verser par anticipation une somme qui est calculée pour leur permettre de fonctionner tout en ne mettant pas en cause la préparation du budget. Donc, ça donnerait pour les trolls 25 000 €, sur de mémoire 73 000 au total. Le canoë-kayak, c'est 20 000, sur 40 000 de mémoire. L'amicale du personnel séparé, c'est 20 000. Et l'EPIC AB Tourisme, 1,5 million sur 3 millions de mémoire donc, dont ils auraient besoin pour fonctionner à l'année. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. 3.6, Gérard, approbation des tarifs communaux 2022. Et c'est la dernière pour toi. Alors, les tarifs communaux, il y a tout un ensemble de tarifs qu'on vote désormais dans la même séance, qui font l'objet d'un tableau annexe très, très complet, qui détaille vraiment tous les tarifs nécessaires au fonctionnement de la commune. Alors, en gros, à part quelques cas très particuliers, soit on les maintient, soit on les rehausse à la hauteur de l'inflation, qui de mémoire est à 1,6% en glissant cette année. Voilà, alors il y a un cas particulier dont on avait parlé la dernière fois, c'est les secours sur piste, pour tenir compte de l'aide que nous allons apporter pour pérenniser le cabinet médical d'Arc 1600. En gros, c'est la principale grosse innovation, après quelques innovations plus ponctuelles. Donc si vous avez des questions, j'y répondrai. Pas de questions, donc je soumets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Merci. Alors, 4.1,
Travaux de maintenance de la voie du funiculaire, fourniture d'appareils de dilatation. J'en profite avant de céder la parole à Laurence Régnier pour dire qu'on a bien les papiers d'exploitation du funiculaire qui sont arrivés lundi. Donc l'autorisation de la préfecture d'exploitation pour cet hiver. Et j'invite tous les élus qui le souhaitent à me rejoindre samedi matin entre 8h et 10h pour accueillir les premiers voyageurs du funiculaire parce que déjà on est content d'ouvrir la station, de retrouver le funiculaire et puis célébrer aussi cette nouvelle destination qu'on lui donne de transport en public avec des nouveaux horaires et une nouvelle tarification. C'est bon. Merci. Nous avions donc approuvé par délibération du 25 février les premiers marchés relatifs à la maintenance du funiculaire. Donc pour mémoire, les travaux de stabilisation des piles, les fournitures d'appui néoprène, les travaux de génie civil, les travaux sur la passerelle et les plattelages et le prototype des appareils de dilatation. Le lot fourniture d'appareils de dilatation avait été lancé dans un deuxième temps. Donc, il concernait la fourniture de 14 appareils de dilatation. Et la commission des marchés publics du 23 novembre 2021 a proposé d'attribuer ce marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, il s'agissait de la société Maya Rail pour un montant de 196 275 000 € et 88 centimes. Hors taxe, soit 235 531,06 € TTC. Donc je vous propose d'approuver ce choix. Est-ce que vous avez des questions? Donc qui vote pour? Je vous remercie. 4.2, donc constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de services de télécommunication. Frédéric Barthes. Alors, par cette délibération, nous proposons de constituer un groupement de commandes entre la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, la commune de C, la CCHT et l'EPIC AB Tourisme dans l'objectif de souscrire un marché public de services de télécommunication, donc Internet fixe et mobile. Ce groupement évitera à chaque structure de lancer une consultation individuelle et permettra, compte tenu de l'augmentation des volumes, d'obtenir des tarifs plus avantageux. À cette fin, il est donc nécessaire d'établir une convention constitutive du groupement qui définit les modalités du fonctionnement. Donc cette convention désigne la commune de Bourg-Saint-Maurice comme coordinateur. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'adopter la constitution de ce groupement de commandes. Qui est pour? Il y avait des questions avant. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour et qui est... Voilà, merci. Donc, qui est contre? Parfait, merci. C'est le baptême du feu. 4.3, lancement du marché de l'étude de définition d'un programme d'action pour lutter contre la déstabilisation des torrents du versant des Arcs. Signature d'une convention entre la communauté de communes de Haute-Tarentaise, la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs et la société ADS. Laurence Régnier. Je vous rappelle donc l'étude qui est en cours sur les torrents du versant UBAC des Arcs, qui a pour objectif d'agir collectivement contre le processus de déstabilisation qui est observé. Donc un comité de pilotage qui regroupe l'ensemble des acteurs a été constitué. Donc l'objectif, c'est de réaliser une étude technico-financière par le biais d'un bureau d'études. Et le comité de pilotage propose donc que ce soit la communauté de communes de Haute-Tarentaise qui porte la maîtrise d'ouvrage de cette étude pour permettre de prétendre aux aides leaders à hauteur de 80%. Donc une convention cadre sera signée pour garantir le positionnement des acteurs et leur engagement suite aux actions proposées et priorisées. La CCHT envisage un démarrage des prestations fin 2021 pour un diagnostic qui pourrait être rendu début 2022. Le montant estimé pour cette étude intégralement est de 100 000 € hors taxe. Je vous propose donc de l'approuver. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui est pour? Merci. 5.1, modification de dénomination de voirie sur la commune. Chloé Chetla.
C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc, en raison de longueur de nom de route qui était trop importante, de doublons phoniques, donc, on vous propose de modifier ou de créer des dominations de voirie sur l'ensemble de la commune. Donc, il y en a un certain nombre assez important que je ne vous listerai pas puisque vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des suggestions par rapport à ces propositions. Oui. Laurent Ducreux. Laurent Ducreux. Oui, juste une remarque par rapport... Je n'ai pas regardé tout en détail, parce qu'il y a tellement que... Mais je me suis focalisé un petit peu sur 1800, et notamment par rapport aux demandes qui sont proposées sur 1800, sur la rue du Carillon, qui n'a rien à voir avec une rue. J'ai rien contre l'angle du Carillon, mais la rue, ça n'a absolument rien à voir. Et le chemin de la promenade, qui ne prend pas en compte la dénomination spécifique de 1800, qui est en 3 villages. Je ne parle pas du Chantal qui est au-dessus, mais entre le Charvet, le Villard et Chantauger, c'est pas du tout pris en compte. Ce qui veut dire que ces dénominations de chemin ou de rue ne correspondent pas du tout à une utilisation aujourd'hui des résidents, des gens qui habitent sur la station. Ouais. Bah écoutez, on les note, hein, puis on peut peut-être au moins sur ces... Je pense qu'il y a besoin de revoir, de faire des propositions par rapport à ces chemins. La plupart de ces dénominations ont été faites en concertation aussi avec un bureau d'études. Mais voilà, c'était le but justement que vous puissiez réagir dessus. Donc on peut peut-être reprendre et retravailler les dénominations de ces 2 rues. Je vous propose, je ne sais pas si c'est possible de valider toutes les autres pour qu'elles soient mises en place, et puis on met un petit... Bon, du coup, à part ça, je vous propose donc de voter. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Je vous remercie. Alors 5.2, donc c'est un complément à la dernière délibération 5.2 du 8 novembre dernier. Donc convention pour l'autorisation d'installer des projecteurs sur des façades privées, donc place de l'hôtel de ville. Et c'est Cécile Mulot qui cherche désespérément un micro. Juste pour vous dire qu'il y a eu les premiers tests ce soir au niveau de cette façade de l'hôtel de ville, c'est absolument magnifique. Et on en profite pour faire un peu de pub pour vendredi soir, où il y aura... je te laisse présenter, hein, puisque c'est quand même un projet qui est à ton initiative. De revoir les illuminations, pas que moi, parce qu'il y a Gérard Vernet aussi, Frédéric Barthes et puis aussi Pierre Arpin qui était dans la commission illumination, hein, donc c'est un travail commun. Et donc rendez-vous tout le monde vendredi à partir de 17h30 en fait, hein, pour appuyer sur le bouton. 18h30 le bouton. 18h30 le bouton et 17h30 le goûter avec le comité d'animation de la ville en fait. Donc voilà, cette délibération, donc c'est pour reprendre la délibération du 8 novembre 2021, en fait il s'est avéré que une des façades qui avait été repérée par les professionnels qui sont en train de faire les agencements sur les murs, en fait n'a pas été la bonne façade qui a été donnée en fait à l'URBA en fait pour faire la première demande d'autorisation auprès des propriétaires. Donc c'est pour ça qu'on revote aujourd'hui ce point en fait pour mettre tout au clair. Donc rappel à l'Assemblée que la délibération 5.2 du 8 novembre 21 a approuvé l'installation de projecteurs sur la façade de 4 immeubles privés situés place de l'hôtel de ville. Alors il s'avère que pour des raisons techniques, la pose du projecteur initialement prévue sur la parcelle AP 179 n'est pas envisageable, mais qu'il convient de l'installer sur le bâtiment adjacent 6 sur la parcelle cadastrée section AP numéro 180. Donc on est vraiment à 2 mètres près de la première... le premier endroit qu'on avait sélectionné. Donc dans ce cadre, il est nécessaire d'établir une nouvelle convention d'autorisation d'établissement de ce projecteur, à savoir que les autorisations ont déjà été signées avec les propriétaires, mais ça ne passe qu'aujourd'hui en conseil municipal, d'où les installations qui ont été faites cette semaine. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est pour ? Merci beaucoup. 6.1, vente de la salle Bogo, résidence Aiguille Rouge, Arc 2000, Chloé Chetla. Donc, compte tenu de l'inoccupation de ce local par les services communaux, également des nécessités de travaux quand même assez importants pour une mise aux normes, pour une utilisation plus importante, il a été envisagé du coup la vente de ce lot.
Et notamment, il a été vu avec le propriétaire de l'établissement qui est juste à côté, une mise en cohérence de pouvoir lui céder au prix du marché. L'idée étant que la cession de ce bien communal puis, en tout cas, être réinjecté sur la station 2000. Spécifiquement sur Arc 2000, voilà. Voilà, spécifiquement sur Arc 2000. Donc aujourd'hui, nous avons une cession qui pourrait se conclure au prix de 135 000 € net vendeur pour un local de 130 mètres carrés. Donc les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Est-ce que vous avez des questions ? Donc moi, juste pour spécifier que voilà, comme tu le disais, cette somme-là de 135 000 € sera réinjectée, notamment puisque nous avons une autre salle communale sur Arc 2000 qui s'appelle la salle des festivals, qui est une très belle salle avec 12 ou 13 mètres de plafond, qui nous sert également pour héberger les vacanciers en péril pendant les plans d'hébergement d'urgence, qui commencent à être vraiment vieillottes. D'une part, et puis nous avons des travaux aussi de mise aux normes à faire sur cette salle. Donc, et vous savez très bien que dans ces cas-là, ça chiffre très rapidement. Donc même cette enveloppe de 135 000 € ne sera pas malheureusement suffisante. Mais je pense que voilà, c'est une bonne gestion. Et voilà, sur Bogo, je crois qu'elle n'était quasiment plus utilisée que pour quelques quelques AG de copro. Et quelques activités, mais qu'on va délocaliser, donc salle des festivals. Donc il n'y aura pas de gêne. Je tiens à dire aussi que nous avons concerté donc, les commerçants et les habitants de 2000 là-dessus, et qui n'y ont pas vu d'inconvénient non plus. Donc je vous propose d'approuver cette... Pardon, question, excusez-moi. Vous dites qu'il y a énormément de travaux à faire dans cette salle ? Non, dans la salle des festivals. Et dans celle-là aussi, il y en avait, justement pour la mettre aux normes, oui, tout à fait. Et 1 000 € du mètre carré, c'est le prix, enfin, c'est le prix du marché. C'est estimé par les domaines, et effectivement, en fait, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas d'évacuation. Donc, en fait, c'est une salle sèche. Les toilettes les plus proches, il n'y en a pas. Donc, en fait, si on devait amener l'eau, tirer des évacuations ça nous coûterait au moins le prix qui est annoncé ici. Et la personne qui achète ce local, ils sont voisins, mitoyens, ouais. Donc c'est une énorme plus-value pour... Et ils n'ont pas besoin d'apporter l'eau, eux. Bah non, puisque eux, ils l'ont, ouais, complètement. Mais c'est une... en tout cas, ça a été un appel, je veux dire, public. Hein. Tout le monde pouvait se positionner dessus. Il n'y a pas de micmac ou autre. Hein. Et voilà. Et les domaines, avaient fixé, okay. C'est leur estimation. C'est cadeau. En tout cas, pas pour nous. Enfin, en tout cas, non, mais pour lui. Pour lui, c'est. Bah, je sais pas, parce qu'il va y avoir quand même un certain nombre de travaux à faire, notamment en termes de mise aux normes de sécurité et autres. Ça va être aussi un gros billet. Pour vous dire, la majorité de cet espace va être utilisé pour faire des issues de secours. Donc c'est cadeau, si c'est pour faire des couloirs d'évacuation, c'est pas non plus tant avantageux que ça. Il y a vraiment des gros problèmes de RP pour nous et pour le restaurateur. ERP, donc établissement recevant du public. Donc aujourd'hui, c'était même quasiment impossible de pouvoir la remettre en norme sans tout péter, sans tout reprendre. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose d'assez gagnant-gagnant sur cette histoire-là. Nous, ça nous permet d'avoir un équipement dans lequel on aurait dû mettre des sommes conséquentes. Et quand je dis au moins le double, je pense que c'est au moins cela. Et pour le voisin et restaurateur, de lui permettre de se mettre aux normes des ERP. Tu voulais ajouter quelque chose ? D'autres questions ? Juste une remarque, la salle du Beauvais, elle avait été mise en vente en 1999 par la municipalité Poletti. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas trouvé preneur. Donc on est plutôt content d'avoir un commerçant riverain qui accepte de la reprendre et de lui redonner à nouveau une utilité. Merci pour cette précision, mais je pense qu'effectivement, c'est utile de le souligner. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? S'abstient, merci. Alors, donc 7.1, contrat de sous-traitance pour la gestion et l'exploitation du Stade Tétra, saison d'hiver 2021-2022, Laurent Chel.
Oui, donc nous assistons en fait à ces contrats de sous-traitance sur le domaine skiable, puisque notre domaine est délégué à une société qui en assure la gestion, qui a la capacité, sous notre contrôle, de sous-déléguer un certain nombre d'activités. C'est le cas donc pour le stade de Tétra. Il convient donc de renouveler ce contrat pour l'exploitation, la gestion du planning d'utilisation, la promotion et le développement du stade de Tétra à compter de la saison d'hiver 21-22. Ce contrat sera signé par la société ADS, le syndicat local des moniteurs de ski et d'arc 1800, le syndicat local des moniteurs de ski et d'arc 2000, en présence de la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Avez-vous des questions ? Qui est pour ? Merci. 7.2, convention de sous-traitance pour la gestion des espaces d'entraînement, piste aux étoiles Saint-Jacques et piste aux étoiles Falcoz, saison d'hiver 2021-2022. Laurent Chel. On est un peu dans le même type de contrat de sous-traitance. Là, il s'agit de pistes spécifiques créées par ADS en collaboration avec les écoles de ski et pour leur remettre à disposition. Donc, il convient de renouveler aussi les conventions pour la gestion de ces espaces d'entraînement qui se situent donc piste aux étoiles à Arc 1800, piste aux étoiles Saint-Jacques à Arc 2000 et piste aux étoiles Falcoz à Arc 2000. Ces conventions sont consenties par ADS à titre gratuit, je le rappelle. Avez-vous des questions ? Non. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Merci. 7.3, renouvellement des conventions de sous-traitance pour la gestion des jardins d'enfants, saison d'hiver 2021-2022. Laurent Chel. Nous sommes toujours dans les conventions qui organisent des sous-traitances sur le domaine skiable. Donc il convient là de renouveler les conventions pour la gestion des jardins d'enfants. Donc jardin d'enfants d'Arc 1600 pour l'ESF d'Arc 1600, le jardin d'enfants du Charvet pour l'ESF d'Arc 1800, le jardin d'enfants de Charmettes-Auger géré par l'école de ski internationale, le jardin d'enfants d'Arc 2000 géré par l'ESF d'Arc 2000, le jardin d'enfants du Club Méditerranée 1600 géré par l'ESF de 1600, jardin d'enfants d'Arc 1950 géré par la SARL Gravity, et le jardin d'enfants Le Yeti d'Arc 2000 géré par la SAS Ski Factory. Voilà, je vous propose, avez-vous des questions sur ces conventions ? Non. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Non. Merci. Allez, donc 7.4, convention de prestation de réalisation d'examens biologiques avec Eurofin. Donc, comme je vous le disais en préambule, nous nous préparons pour cet hiver à accueillir un certain nombre de personnes. Nous aurons certainement une partie de nos vacanciers qui auront besoin de se faire tester pour des raisons diverses. Par exemple, pour les étrangers voulant rentrer chez eux, ou ne serait-ce que pour certains jeunes pour pouvoir utiliser les transports en commun, les transports type train, ou pour pouvoir se rendre sur les pistes. Donc nous ne sommes pas en capacité, nous, communes, d'affecter des médecins, des laboratoires, en interne, ou en tout cas même avec des personnes venant de proximité. Donc nous avons fait appel à une entreprise qui s'appelle Eurofin, qui nous permet de mettre en place des centres de tests PCR et antigéniques à la fois aux Arc 1950 et à 1800. Donc je pense que c'est très important à spécifier qu'on arrive à avoir 2 centres de conciergerie, pour le coup, de tests, afin de permettre aux usagers du domaine skiable de se faire tester. Donc vous avez la convention en annexe, donc qui définit les lieux, les centres de tests, les modalités et d'adaptation et de réévaluation des prestations définies en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le prix des tests, non pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que la participation aux frais de déploiement du dispositif. Donc voilà, je remercie sur ce dossier Laurent Chel, Éric Chevalier, parce que ça fait plusieurs semaines que nous sommes en négociation pour permettre l'organisation de ces centres de tests. C'est un travail de longue haleine, fastidieux.
on ne se rend pas forcément compte du temps passé sur différents échanges là-dessus. On arrive enfin avec cette convention, c'est une très bonne chose, notamment avec les vacances qui commencent la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai simplement une petite remarque sur cette organisation. Il faut savoir que ça fait, on a vu ces dernières semaines se dégrader fortement les conditions de retour et les conditions d'accès aux différentes frontières, soit pour venir chez nous, soit pour en repartir. Par exemple, depuis 2 jours, y compris les non-vaccinés anglais devront se faire tester avant leur redépart, le départ pour leur pays. Donc c'est vrai que il y a 1 mois et demi, on se posait pas trop cette question-là. Il a fallu organiser très rapidement, en simultané de la dégradation des conditions sanitaires et de ce qui nous arrive en termes d'annonces successives. Il faut être très réactif. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à devoir l'être encore une fois cet hiver. Mais donc ça n'a pas été facile parce qu'en fait, toutes les stations avaient les mêmes besoins. Et là, c'est vrai que le directeur d'AB Tourisme a fait un très gros travail pour nous proposer cette organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? C'est bon ? Donc, qui vote pour ? Je vous remercie. 8.1, donc approbation du recours à des emplois saisonniers au titre de la saison d'hiver 2021-2022, et c'est un complément à la délibération 8.7 du 26 août 2021. Donc on vous propose juste de créer des postes correspondant aux besoins suivants. Donc au niveau des services techniques, on a un emploi à temps complet pour une durée de 5 mois, congé payé inclus, donc au service propreté urbaine, et 3 emplois à temps complet pour une durée de 5 mois, congé payé inclus au service voirie. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Qui vote pour ? Merci. 8.2, c'est une mise à jour du tableau communal des effectifs portant augmentation de temps de travail. C'est une mise à jour du tableau communal des effectifs portant sur des créations-suppressions de postes dans le cadre de recrutement, donc service gardiennage, police municipale, informatique. Donc je vous rappelle le départ en retraite d'un technicien territorial affecté à la direction du service des fêtes, remplacé par voie de mutation interne par un agent affecté au gardiennage des bâtiments. Par voie de conséquence, cet agent doit lui-même être remplacé, et donc le recrutement a abouti à la section d'un agent qui sera nommé par intégration directe au grade d'adjoint technique territorial. Nous avons également le départ par voie de mutation externe au 1er janvier 2022 d'un brigadier chef principal. Le recrutement subséquent se fera sur un grade de gardien de police municipale, et la vacance de poste d'un adjoint technique principal de 2e classe affecté au service informatique qui sera pourvu à compter du 1er janvier 2022 par un adjoint technique territorial. Donc vous avez juste en dessous le tableau des effectifs, et donc il est, malgré les modifications, on reste sur un effectif total constant. Est-ce que vous avez des questions ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Alors, ensuite, une convention de mise à disposition de l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint-Maurice Tourisme d'un agent territorial de la mairie de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs. Donc, c'est dans le cadre de l'application du règlement général sur la protection des données, impliquant notamment la désignation d'un DPO, donc c'est le délégué à la protection des données, donc c'est un agent chargé de la protection des données informatiques. Je vous propose le renouvellement de la mise à disposition de l'EPIC de l'agent Madame Marjorie Giron Vial, adjoint administratif principal de 2e classe affecté au service informatique. J'en profite pour souligner ce travail qui n'est pas forcément connu, mais sur la protection des données, puisque comme de nombreux services publics, nous avons cette obligation, service public et privé d'ailleurs, d'avoir un personnel dédié à cette surveillance, et on n'en a pas forcément toujours conscience de l'importance justement des données, de nos bases de données, et qu'on ne peut pas forcément, et je tiens à le rappeler quand même, qu'on ne peut pas croiser les données des différentes bases entre certains services de la commune.
Les principales caractéristiques de cette convention de mise à disposition de cet agent sont les suivantes. Donc, durée d'1 an à compter du 1er novembre 2021, quotité de travail 4 heures par semaine. Et donc, l'EPIC ABT, en tant qu'organisme d'accueil, remboursera à la collectivité territoriale la rémunération des fonctionnaires mis à disposition et les cotisations et contributions y afférents. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Qui vote pour ? Merci. 8.4. Autorisation de création d'un poste de technicien territorial principal de première classe et suppression d'un poste d'attaché territorial principal à temps complet affecté à la direction des systèmes d'information. Donc nous avions délibéré le 14 novembre 2019 sur la délibération 7 points important la création d'un poste d'attaché principal affecté à la DSI. Ce poste vacant depuis le 24 septembre 2021 a fait l'objet d'une procédure de recrutement et a permis la sélection d'un agent en activité titulaire du grade de technicien territorial principal de première classe. Et donc il s'agit juste d'une mise à jour du tableau communal des effectifs. Donc vous voyez, comme la délibération 8.2, on a une opération assez neutre en termes d'effectifs. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça ne passionne pas les fouilles, visiblement. Qui vote pour ? Merci. 8.5, donc c'est une mise à jour du tableau communal des effectifs portant augmentation de temps de travail d'agents de catégorie C affectés au service des affaires scolaires, au gardiennage des bâtiments et à la régie technique des arcs. Donc, je vous rappelle que nous avions délibéré donc, le 29 juin pour la création d'un service d'accueil d'enfants le mercredi toute la journée en période scolaire. Donc, cette mise en place occasionne un surcroît d'activité pour 2 agents et ça permet le passage de 28 à 34 heures par semaine, à 34 et 35. D'autre part, donc, dans le cadre d'un départ à la retraite au 1er janvier 2022 et du recrutement par mutation interne d'un agent technique communal, son temps de travail évolue de 30h30 à 35 heures par semaine. Cette mutation occasionne elle-même un second recrutement pourvu par voie de mutation interne, nécessitant l'augmentation du temps de travail de l'agent de 20h à 30h30 par semaine. Enfin, au sein de la régie des arcs, il est proposé de permettre le passage à temps complet d'un adjoint technique à ce jour à 26h15 annualisé. Cette opération sera compensée par la suppression d'un poste saisonnier hiver. Donc il est proposé d'augmenter le temps de travail des agents concernés comme suit à partir du 1er janvier 2022. Donc vous avez un tableau donc qui récapitule ces augmentations de temps de travail. Je rappelle aussi que c'est une volonté forte pour le conseil municipal, notamment sur les catégories C, d'éviter le temps partiel imposé. C'est-à-dire que, comme vous le savez, pour nos agents de catégorie C, les salaires sont déjà peu, voire très peu élevés. Et comme vous le voyez, quand vous êtes à 20 heures ou 28 heures par semaine, voilà, vous avez un produit en croix et on arrive vraiment à des salaires très faibles. Donc c'est aussi une lutte contre la précarité et en même temps une réorganisation des services, puisque comme vous le voyez, hein, il y a un emploi par exemple qui n'est pas renouvelé. Donc voilà, c'est une très bonne mise à jour qui correspond à la fois à nos valeurs et à un souci d'efficacité dans nos services. Est-ce que vous avez des questions ? Très bien. Qui vote pour ? Je vous remercie. Avons-nous fini ? Non, pardon. J'ai perdu le fil. Donc 9.1. Opération de déneigement et de salage sur des espaces privés, vente de fondants routiers par la commune, autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la convention particulière pour la saison 2021-2022 et l'année 2022. Laurent Ducreux. Oui, donc c'est un point qui est très simple. Il y a 2 périodes. Donc la période d'ouverture de station pendant laquelle les fonciers privés ont des entreprises privées qui viennent déneiger chez eux. Donc là, ça ne pose pas de souci, mais le souci se pose avant la saison d'ouverture, où là, on peut avoir de la neige et donc il faut trouver une solution. Donc en l'absence d'offres
privées de services de salage à l'année et d'offres privées de déneigement en dehors des périodes d'ouverture de la station des Arcs, la commune peut assurer, sur demande uniquement, des opérations de viabilité hivernale sur les espaces privés. Donc la présente convention a pour objet de définir les conditions d'intervention de la commune, donc pour le déneigement et le salage des espaces privés et pour la fourniture de fondants routiers à des opérateurs privés. Donc vous avez le tableau en fonction des mètres linéaires qui sont avec un forfait annuel, donc inférieur à 10 mètres, entre 10 mètres linéaires et 200 mètres linéaires, et supérieur à 200 mètres linéaires. La tarification établie pour l'hiver 2021-2022 et l'année 2022, donc on a du 1er novembre 21 au 30 avril 22 pour les opérations de salage de fourniture des fondants routiers, et la deuxième partie du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 pour les opérations de déneigement. En dehors de ces périodes, le propriétaire devra missionner une entreprise privée compétente en matière de déneigement. Ce que vous disiez, ce qui se fait habituellement, les opérateurs privés pour les fonciers privés sur la station. Est-ce que vous avez des questions? Non? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. 9.2. Convention relative à la mise en place de vigiles lors de l'accueil de groupes importants pendant 4 semaines durant la saison d'hiver 2021-2022 à conclure entre les Arcs Tours et les copropriétés de Bellechalle-Lauzière. Laurent Chel. Oui, historiquement, des groupes assez importants organisent des manifestations aux Arcs pendant la période de faible activité, la période de janvier. Donc, depuis quelques années, la commune participe aux côtés de l'agence qui organise la venue de ces groupes, les Arcs Tours et les différentes copropriétés, à participer à l'accueil de ces groupes de grande dimension en mettant en place un cofinancement sur les vigiles, sur 2 vigiles pour les résidences de Bellechalle et Lauzière. Le montant prévisionnel de la mise en place de ces 2 vigiles est de 12 902,40 € TTC, c'est le montant maximum, et qui est cofinancé donc par la commune à hauteur de 50% et les Arcs Tours à hauteur de 50%. Je vous propose donc de poursuivre et de signer cette convention. Avez-vous des questions? Comment était réparti le financement les autres années? Alors, ça a toujours été le cas depuis maintenant 7-8 ans. Je pense qu'on se rappelle qu'il y a eu des groupes un peu bruyants et pour la tranquillité publique, le maire de l'époque avait engagé des négociations avec les copropriétés et les agences immobilières et l'agence les Arcs Tours pour justement créer les conditions d'un accueil un peu apaisé, d'où la mise en place de ces vigiles. Voilà, mais ça a toujours été le même mode de financement depuis leur mise en place. Il faut savoir que cet hiver particulièrement, on a réduit le nombre de vigiles parce que d'abord, sur une des résidences, qui est la résidence de la Nova, il n'y avait pas vraiment de raison à aller mettre ce vigile en place. Il y avait un vigile de prévu. Et là, on espère ne pouvoir en mettre qu'un sur les 2, sur Bellechalle-Lauzière. Moi, je ne me fais pas trop d'illusions cet hiver sur l'accueil des groupes. Voilà. On a appris, par exemple, depuis une semaine, que les groupes belges, tous les groupes scolaires belges ne pourront pas venir en montagne cet hiver. Donc ça a un fort impact, par exemple, sur l'UCPA, puisque l'ADEPS est co-organisateur de tous les séjours sur Arc 1600. Donc ça lui enlève à peu près la moitié de son activité. Et sur Bellechalle-Lauzière, il y a quelques groupes là qui sont aussi mis enfin Bellechalle-Lauzière et sur Arc 1800 qui sont un peu mis en attente, voire annulés. Merci. En fait, ma question, c'était parce qu'il me semblait que l'ancienne minorité s'était au moins abstenue, voire voté contre cette répartition en fait sur les vigiles, estimant qu'il fallait que ce soit aux copropriétés de prendre à charge 100% le service de sécurité. Donc c'était, voilà, c'est pour ça que je posais la question.
Je ne l'avais pas en tête. Avez-vous d'autres questions? Non. Qui est pour? Merci beaucoup. Très bien, donc nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous avions une question diverse. Audrey, si tu veux... Ah, bon, en gros, la question, je vais la faire courte, c'est pourquoi il n'y a pas de sapin de Noël devant l'hôtel de ville? Alors, la raison est toute simple et elle va s'afficher en image derrière moi. Voilà, c'est une mise en lumière de l'hôtel de ville. Donc vous avez vu qu'il y a une mise aussi en scène sur différents endroits de la ville, hein, avec des éléments lumineux d'ailleurs de très belle qualité et avec une belle esthétique pour ces fêtes de Noël. Et effectivement, il y a une mise en lumière de l'hôtel de ville. Donc, on ne pouvait pas forcément mettre un arbre de 12 mètres devant les projecteurs, sinon on n'aurait pas pu projeter sur la façade de l'hôtel de ville et avoir la mise en scène qui était prévue. Donc effectivement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine émotion autour de cet élément absolument emblématique de la ville. Ce qu'il faut voir, c'est que voilà, il y a quand même les fêtes de Noël sont célébrées comme il se doit sur la commune de Bourg-Saint-Maurice. Il me semble que voilà, il n'y a pas de débat, et je pense que depuis les débats sont passés à autre chose avec les chutes de neige récentes. Donc à mon sens, ça n'est plus à l'ordre du jour. Je veux bien rebondir aussi sur ce sujet. En fait, c'est surtout les services techniques en fait, qui nous ont alertés quand on a fait la première réunion sur les illuminations, comme quoi c'était une vraie galère d'aller chercher une trentaine de sapins tous les ans dans la forêt. En fait, et c'était même dangereux, voire en fait pour eux, parce que ça fait 30 ans en fait qu'on coupe 30 sapins à peu près au même endroit, et en fait c'était aussi une demande des services techniques aussi de passer aussi à autre chose. En fait. Donc, oui, et puis je pense que maintenant, maintenant qu'il y a cette mise en lumière qui arrive, je pense que la polémique, les discussions, vont s'éteindre d'elles-mêmes. Alors, je crois qu'il y avait un petit complément d'information à donner par rapport au parking de 1600. On m'a demandé de donner quelques compléments par rapport au parking de 1600, puisque effectivement, nous avons pris la décision de ne pas déneiger une partie des parkings de 1600. Pourquoi? Parce que ce sont des zones privatives. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas à la commune et qu'il n'y avait pas de convention entre ces copropriétés et la commune. Donc, ce qui a été décidé et ce que nous avions annoncé depuis presque une année, plus de 6 mois, c'est que nous ne déneigerions pas ces parties privatives tant qu'une convention ne serait pas trouvée avec les copropriétés. Donc cette convention va être, je l'espère, signée incessamment sous peu. Je pense que les copropriétés ne nous ont pas cru quand nous disions que nous ne déneigerions pas. Là, elles ont bien vu que effectivement, nous étions assez déterminés à ne pas laisser cet état de fait avec une commune qui déneige à hauteur de 25 000 € par an, je le rappelle, des parties privatives. Donc voilà, dès que la convention sera signée, eh bien, tout redeviendra. Alors, elle sera signée pour 6 mois, forcément pour cet hiver, puisque après, nous souhaitons enclencher un processus différent par rapport à ces parties privatives qui sont en même temps, on peut le comprendre, un peu d'espace public aussi, et qui servent au plus grand nombre. Je ne sais pas si Laurent Chel ou Laurent Decreux veulent ajouter quelque chose. Non, rien de particulier. En plus, ça fait plus d'1 an qu'on discute avec eux pour trouver une solution. Là, c'était un petit peu l'occasion, avec les chutes de neige, de faire comprendre à tout le monde qu'une municipalité ne pouvait pas se permettre d'entretenir des biens privés. Sinon, il fallait le faire sur l'intégralité de la commune. Donc, si vous avez des terrains chez vous où vous voulez faire déneiger, profitez-en. Donc, non, là, c'est vraiment, voilà, il faut trouver maintenant la bonne solution. Ça fait plus d'1 an que je travaille avec eux. Voilà. Le message, je pense, maintenant est passé. Oui, Nicolas. Alors, il y a 2 copros. Non, c'est plus compliqué. Il y a 2 parkings globalement. Le parking des 3 Arcs, le parking de la Coupole, qui accueille quasiment l'intégralité des personnes qui vont résider sur Arc 1600. Après, c'est une histoire de montage qui est historique depuis une 50aine d'années, qui n'a jamais été finalisée, de savoir à quelle
copropriété appartient le parking, si c'est l'intégral du parking ou pas. Enfin, c'est assez compliqué, c'est pour ça que ça traîne depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que la finalité, juste pour dire un mot comme ça, on le voit de partout, les cheminements privés et les parkings privés qui sont très mal entretenus, idéalement, c'est une rétrocession à la commune, parce que la commune sait faire quand on a l'intégralité du foncier. Ok. Eh bien, je crois que nous allons terminer avec quelques notes d'optimisme. Donc voilà, avec une station qui rouvre et forcément voilà des belles illuminations. Le festival aussi de cinéma qui attaque. Donc profitons-en. Et n'hésitons pas non plus à emmener avec nous nos proches pour bénéficier aussi d'une programmation de qualité, d'un événement culturel phare sur notre territoire. Donc voilà, on a quand même quelques belles semaines à passer et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne soirée et j'invite les membres du conseil municipal à boire un verre dehors. Hein voilà, j'insiste. Allez, bonne soirée. Et puis je déclare la séance fermée. Voilà. Ne l'oublions pas. Bonne...